Vous êtes un grand philosophe reconnu. Pourquoi avez-vous succombé pour la vie de Tintin? Euh, D'abord pour des souvenirs d'enfance. Euh, les premiers albums de Tintin que j'ai lus, c'était quand j'avais 6, 7 ans. Et par conséquent, les souvenirs d'enfance demeurent très longtemps. Mais il y a un mystère, Hergé. Et le mystère, c'est que je l'ai lu, mes enfants l'ont lu, mes petits-enfants l'ont lu. C'est donc un auteur qui est resté très populaire pendant 4 ou 5 générations. Et pendant que les enfants ou les petits-enfants le lisent, les adultes continuent à le lire. Et le mystère, c'est que c'est un auteur pour enfants que les adultes lisent aussi. Les grands auteurs pour enfants, les adultes les lisent toujours. Et lorsque je suis devenu philosophe, puisque vous parlez de mon métier, je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup de philosophie dans certains de ces albums. Et dans mon récent livre, Hergé mon ami, j'ai beaucoup analysé l'oreille cassée. Et dans l'oreille cassée, par exemple, il y a des idées d'ethnologie, des idées d'anthropologie qui sont très profondes et peut-être plus profondes que celles que j'ai lues chez les anthropologues ou les ethnographes. Vous voyez ? Et donc, c'est un auteur qui est tout à fait enfantin, mais qui peut être non seulement lu par des adultes pour l'histoire ou pour le divertissement, mais aussi pour l'étude. Et quand je disais à Hergé que ses albums étaient philosophiques, il éclatait de rire, parce qu'il disait ce n'est pas possible, je ne l'ai pas voulu, etc. C'était donc chez lui presque naturel. Vous voyez. Vous pouvez donner des exemples sur la philosophie dans Oui, ces albums? par exemple, lorsque dans la forêt d'Amazonie, Tintin et ses amis vont rechercher l'oreille cassée, le fameux fétiche qui a été volé, on passe de la civilisation ordinaire à une autre culture, et cette autre culture est découverte au sein de la forêt, comme vous savez, au milieu de représentations sacrificielles, c'est-à-dire le sacrifice animal, puisque Tintin est sur le point d'être tué, Milou d'abord est sur le point d'être tué, puis Tintin lui-même, puis... et on s'aperçoit qu'il y a là une analyse réelle de la fonction du sacrifice dans les cultures en général. Voyez. Donc, à beaucoup d'égards, on peut lire ces albums non seulement pour l'histoire, mais aussi pour le sens. Il y a un sens extrêmement profond. Vous avez d'autres exemples que l'oreille cassée? Oui, il peut y avoir d'autres exemples. L'exemple que je prends le plus souvent, c'est Tintin au Tibet, où l'abominable homme des neiges, qu'on appelle abominable, est cet être vivant qui se comporte avec bonté, générosité, etc., et qui donne l'idée d'une morale extraordinairement puissante, qui est la suivante, c'est même le pire des hommes peut être bon. Et au bout du compte, c'est ce qu'on peut dire peut-être de plus profond dans la morale humaine, que cet homme-là, que tout le monde est d'accord pour dire abominable, c'est-à-dire de mettre au banc du genre humain, celui-là est bon. C'est-à-dire il se conduit envers le jeune Chang avec charité, avec gentillesse et avec amour, vous voyez. Et on lui arrache l'enfant, et à la fin de Tintin au Tibet, on voit quel est le malheur absolu de cette bête qui est complètement abandonnée alors que le jeune Chang revient dans la civilisation. Vous voyez. Donc là, il y a une leçon morale extraordinairement profonde et puissante. Qui a encore d'une valeur, de la valeur aujourd'hui? Ah, plus elle est profonde, plus elle est puissante, moins on peut s'en passer. C'est-à-dire, en effet, elle a une valeur transhistorique, enfin, stable, quoi, permanente. Bien sûr. Mais vous ne trouvez pas qu'il y a
Non, apparemment pas, mais j'aimerais bien que vous développez aussi cette pensée parce que pour moi, il y a une contradiction, même si on peut voir des trucs Oui. philosophiques dans ses œuvres, mais une contradiction entre aimer la philosophie en termes que la vraie philosophie Technique. et aimer les bandes dessinées. Non. Euh, la bande dessinée est un genre philosophique qui a été fondé un peu au début du siècle, en France, en Belgique et dans les autres pays voisins, en Amérique, en Angleterre, au Danemark, etc. Mais c'est un genre littéraire. Pourquoi voulez-vous que ce genre littéraire soit plus méprisable que le roman, la nouvelle, la tragédie, la comédie ou le film? Pourquoi voulez-vous qu'il soit... Non, il y a de bons romans et de mauvais romans, d'excellentes pièces de théâtre et d'abominables pièces de théâtre, de superbes bandes dessinées et de mauvaises bandes dessinées. La bande dessinée est un genre, et il y en a des bonnes et des mauvaises. Il y en a de très philosophiques et d'autres qui ne le sont pas du tout. Et celle d'Hergé me paraît profonde et divertissante à la fois. Oui, je me rappelle du premier Tintin en couleur, mais je crois bien que les premiers Tintins que j'ai lus, c'était les Tintins noir et blanc, déjà. Voilà. Et par exemple, l'oreille cassée ne s'appelait pas l'oreille cassée à cette époque, ça s'appelait le trésor des Arambaya ou quelque chose comme ça, vous voyez. D'accord. Déjà, il n'y avait pas le même titre, et puis nous le lisions surtout, pas en album, nous le lisions semaine après semaine dans des revues. Et par conséquent, le découpage en pages est très important pour moi. C'est-à-dire que d'une page à l'autre, il fallait attendre une semaine pour avoir la suite du récit. Et je me souviens très bien un jour, dans l'oreille cassée justement, où Tintin est jeté en dehors de la pirogue et tous les piranhas arrivent pour le dévorer. Il a fallu attendre une mortelle semaine pour savoir ce qu'est devenu Tintin. Je ne sais pas si j'en dormais pas, parce que à cette époque, je devais très bien dormir. Mais je me rappelle de mon angoisse pour savoir ce qu'il était devenu. Vous voyez. Donc, cette espèce de coupure en livraison différente était très différente de le lire en album. Vous avez joué Tintin comme si Ah, vous mais étiez... oui, l'identification est d'autant plus facile que tout est parfaitement dessiné dans Tintin, vous l'avez remarqué, avec une précision de lignes claires extraordinairement rigoureuse, et sauf la tête de Tintin, qui est presque un rond avec quelques cheveux à peine esquissés, de sorte que je peux très bien passer ma tête à travers la tête de Tintin pour que Tintin, ça soit moi. Et je crois que le génie du dessin d'Hergé, c'est d'avoir que cette tête soit suffisamment blanche, suffisamment peu précise pour que chacun se mette à sa place. Vous pouvez développer aussi ou décrire plus de qualités chez Tintin, d'après vous? Oui, ce qu'il y a de très très beau dans certains albums d'Hergé, c'est la qualité du récit. Par exemple, je vais prendre un exemple. Dans Le secret de la licorne, le capitaine Haddock, qui vient juste d'arriver depuis quelques albums dans l'univers de Tintin, découvre dans son château de Moulinsart des restes de son aïeul. Et il passe toute une nuit à regarder le journal de bord de ce bateau, la licorne, et tout d'un coup arrive Tintin et le capitaine Haddock lui raconte l'histoire de son ancêtre, et le capitaine Haddock se met à mimer son ancêtre, et à mesure qu'il mime son ancêtre, il se prend pour son ancêtre, vous voyez. Et là, il y a un récit follement comique où il raconte comment le chevalier de Haddock a été pris par les pirates au cours d'une nuit extraordinaire de bataille, d'abordage, etc., etc. Et là, il y a un récit extraordinaire de comique et de vie, vous voyez. Il y a chez lui une sorte de génie comique du récit, vous voyez, du génie de... Et il me disait souvent, je commence un peu n'importe où, et puis le récit se développe comme du lierre, vous voyez. Et on a l'impression, si vous voulez, qu'il ne dit pas ce qu'il pense, mais il suit lui-même, Hergé, les aventures réelles de son propre héros. Et ce développement-là, c'est ça qui entraîne finalement le lecteur.
cette espèce de rythme haletant du récit, vous voyez, qui se perpétue. C'est vraiment très très réussi à ce point de vue du récit. Vous voyez. Il y a plus, enfin, les qualités de Tintin, c'est une question très large parce qu'il y a d'abord la précision du dessin. Chaque case est presque traitée comme un tableau. On peut analyser chaque case vraiment comme si c'était un tableau de Carpaccio ou d'un tableau de Rubens. Vous voyez, c'est là où on trouve le génie belge ou le génie flamand de cette tradition picturale et dessinateur. Alors il y a le dessin qui est inégalable, il y a le récit dont je parlais tout à l'heure, il y a la profondeur quelquefois du sens qui se dégage de là, il y a le mouvement, alors un mouvement tout à fait extraordinaire dont je disais récemment qu'il était un mouvement qui était celui des ethnologues, des anthropologues de cette époque, qui ont tous fait leurs études plus ou moins dans une ambiance coloniale ou colonialiste au musée des colonies, vous voyez, et vraiment écrasés par l'idéologie coloniale, et des anthropologues qui ont peu à peu fait éclater ce moule-là et ont appris à la génération d'après l'antiracisme, la tolérance, enfin toutes les valeurs qui sont les nôtres aujourd'hui. Et donc ils sont partis de l'ambiance coloniale et ils sont allés jusque-là. Eh bien, Hergé fait exactement le même parcours. Et c'est un parcours à la fois courageux, méritoire et libérateur. Il part du musée ethnographique, il part de Tintin au Congo, il part de cette espèce de fermeture dans l'ambiance coloniale qui était la sienne et la nôtre dans les années 30-35, vous voyez, et il s'en libère peu à peu et il enseigne à toute la jeunesse de l'époque qu'on peut être ami avec Zorino, qu'on peut être ami avec le Petit Champ, qu'on peut être ami avec des gens qui sont ni de votre culture, ni de votre langue, ni de votre religion, ni de vos mœurs, vous voyez. Donc cette espèce de leçon globale de tolérance universelle, ou d'amour universel, et il faut bien le dire, sort de l'expérience inverse. Alors souvent on a reproché à Hergé cette expérience inverse, sans songer que toute la génération des gens qui nous avaient appris la tolérance étaient partis du même endroit et avaient fait le même parcours. Mais j'ajouterais que ces gens que nous honorons aujourd'hui à juste titre, les ethnologues et les anthropologues qui nous ont appris ces valeurs universelles, eux l'ont écrit, cette leçon-là, dans une langue difficile, accessible seulement à des adultes et accessible seulement à une élite instruite. Tandis que Hergé, lui, l'a écrit en images, en récit et en bande dessinée accessible à un enfant de 7 ans. Et par conséquent, là où les anthropologues nous ont appris cette leçon, ou ont appris cette leçon à quelques centaines d'individus isolés, Hergé l'a apprise, cette leçon-là, à des millions d'enfants. Et c'est une œuvre infiniment plus importante que celle des savants. D'après vous, c'est la significance la plus importante qu'a eu Hergé? Il n'y a pas que du sens. Il y a beaucoup de divertissement et il faut s'en réjouir. Le comique, vous savez, le comique est très difficile à écrire. On peut toujours faire une œuvre d'imagination, d'amour ou d'une tragédie. C'est pas difficile de faire une tragédie. Avoir le génie comique est extraordinairement difficile. Et je crois que les grandes cultures, la culture grecque, c'est Aristophane. La culture française, c'est Molière. La culture anglaise, c'est les comédies de Shakespeare. Avoir le sens comique. Le génie comique est rarissime. Et à mon avis, il est un inspirateur plus important que tous les autres génies. Et donc je mets le génie comique très haut. Vous savez, je le dis à tous les comiques que je rencontre, y compris Raymond DeVos, à qui j'ai dit ça un jour, à qui j'ai dit « Tu es quelqu'un qui inspire beaucoup plus les gens que tu crois en les faisant rire. » Vous voyez ? Et Hergé nous a fait rire.
Et vous savez, faire rire un petit enfant qui est entouré de cadavres de morts, de bombardements et de famine, c'est quand même une œuvre qui, pour moi, reste celle à laquelle il faut avoir le plus de reconnaissance. Et il a fait rire ensuite des générations de gens qui n'avaient pas connu ça, et tant mieux pour eux. Non, parmi toutes les gloires que je dirais, c'est avoir fait rire, vous savez, c'est une gloire ineffaçable. Et quel caractère dans les albums de Tintin vous préférez? Vous aimez le plus? Ça a longtemps varié. Je crois au fond que le vrai caractère c'est le capitaine Haddock. Parce que Tintin est plein de morale, Tintin réussit, Tintin fait toujours les choses bien, Tintin est parfait. Le capitaine Haddock, il est plein de vices, il est ivrogne, il est maladroit, il ne sait pas faire les choses. La puissance comique vient de là d'ailleurs. Et du coup, il devient très humain, il devient très proche de nous, vous voyez. Tournesol est un peu savant, vous voyez. Moi, je ne saurais pas faire tout ça, toutes ces équations, tous ces trucs dans la Lune. C'est un peu inaccessible. Tintin est un peu inaccessible par ça. Mais le capitaine Haddock, c'est moi, que voulez-vous. Je suis aussi bête que lui, aussi maladroit que lui. Je me casse la figure souvent, etc. Vous voyez. Et d'une certaine manière, cette espèce d'humanité, à côté du parfait, il a mis l'imparfait. Vous voyez, il a mis celui qui se casse la figure. Et c'est vers lui un peu que va ma sympathie. Vous, comme philosophe, est-ce qu'il y a vraiment autant de matière dans les albums de Tintin qu'il mérite le traitement que vous l'avez donné? J'en ai trouvé 3 ou 4 qui le méritaient vraiment. Par exemple, le bijou de la Castafiore, c'est vraiment... on peut prendre ça comme un véritable beau traité de la communication qui ne marche pas. Aussi bien l'escalier sur lequel on se casse la figure que la télévision qui ne dit pas la vérité, ou que la chanteuse d'opéra qui fait des fausses notes, vous voyez. Donc un traité de la communication manqué, vous voyez. De la même façon, on peut considérer le Tintin au Tibet comme un magnifique traité de morale exceptionnelle, où on peut traiter de l'oreille cassée, etc. Il est possible que ce genre de traitement ne soit pas valable pour tous les albums. On n'est pas obligé de considérer cette œuvre comme une œuvre philosophique, bien sûr. Mais il y en a certains qui à mon avis, méritent ce traitement. Oui. Il y en a peut-être que je ne comprends pas assez bien. Pouvez-vous décrire votre première rencontre avec Hergé, avec le créateur de Tintin? Oui, facilement. Les bijoux de la Castafiore venaient de paraître. Nous étions donc au 2e trimestre 1963. Et immédiatement, j'avais publié dans la revue Critique une analyse des bijoux de la Castafiore comme traité de la communication, justement, parce qu'à cette époque-là, moi-même, je m'occupais de communication, puisque j'avais écrit des livres qui s'appelaient Hermès, le dieu de la communication. Et ce texte est tombé sous les yeux de Hergé par l'entremise d'un ami qui s'appelle Pierre Sterckx. Et il a trouvé ce texte intéressant et il m'a répondu en me disant, ici, je suis d'accord, là, je suis moins d'accord. Vous voyez, une sorte de lettre d'analyse, si vous voulez. Et je lui ai répondu et il m'a invité à dîner. Quelques semaines après. C'était donc la fin de l'année 63. Il est mort, je crois, en 82, n'est-ce pas? Donc nous sommes connus 20 ans, les dernières 20 années de sa vie. Et j'appelle souvent notre amitié de vieillesse, puisque on dit jeûnement, c'est mon ami de jeunesse. Eh bien, Hergé était mon ami de vieillesse, par symétrie. Est-ce qu'il a essayé aussi, ou est-ce qu'il a rêvé que sa propre vie devienne peut-être une histoire de Tintin, ou c'est peut-être trop à dire, ou comment vous le voyez? Vous savez,
Vous savez, c'est un tic un peu contemporain, ça, de croire qu'en mettant sa vie dans une œuvre, on fait une œuvre. Écoutez, je vais vous donner une bonne recette. La recette pour faire un bon récit, c'est de ne jamais parler de sa vie. Parce que si vous parlez de votre vie, vous allez vite rater votre récit. Un récit, c'est quelque chose d'objectif, vous voyez. Les confessions, ça rate presque toujours. Ça a été réussi 2 ou 3 fois, Saint-Augustin, Rousseau. Mais il vaut mieux pas se comparer. La recette, c'est de... Ça m'étonnerait qu'il n'ait jamais parlé de sa vie. D'ailleurs, sa vie était comme celle de tous les écrivains, une vie de travail, de solitude, d'acharnement devant le détail. Il avait le coup de crayon, la gomme, le coup de crayon, la gomme. Ça fait une vie très occupée. Un écrivain, ça travaille. Un compositeur, ça travaille. Ça raconte pas sa vie, c'est rare. Mais je pense aussi à son recherche de Chiang, par exemple. Oui, c'est autre chose. C'est autre chose. Parce que d'abord, il a envoyé ses albums à Chiang, qui était rentré en Chine à cette époque, et Chiang ne lui avait jamais accusé réception. Donc, il était perdu. Et d'ailleurs, il semble bien que la douane ou la police ait confisqué les albums à la frontière et ne les ait jamais distribués à Chiang. Et ce n'est que bien longtemps après la guerre, après la révolution culturelle, bien après la fin de la révolution culturelle, qu'on a retrouvé les traces de Chiang, qui était devenu sculpteur en Chine, qui avait beaucoup souffert de la révolution culturelle. Et Hergé l'a fait revenir, vous vous rappelez de ça? D'ailleurs, j'étais à l'aéroport, et le soir où Chiang est arrivé à l'aéroport de Bruxelles, il y a eu d'ailleurs une grande émission de télévision que vous devez sans doute voir, oui. Et Chiang est arrivé tout étonné, enfin, vous l'avez sans doute vu. Il est resté quelque temps d'ailleurs à Bruxelles, sa fille y est toujours, Sophie. Oui. Et ça, c'est une histoire qui déborde de très loin les albums, vous voyez, je crois. Le projet de Chiang, de retrouver Chiang, c'était aussi peut-être le rêve de faire sa propre vie comme une histoire de Tintin. Je ne peux pas me mettre à sa place pour répondre à cette question. Mais je peux l'imaginer. Mais au fond, il vaut mieux que je vous raconte une histoire pour essayer de l'imaginer. Vous savez qu'Ulysse a eu des aventures comme marin dans toute la mer Méditerranée. Il avait quitté sa femme pour aller à la guerre de Troie, puis il est allé d'île à île, il a trouvé 1000 aventures avec des naufrages, avec le cyclope, avec des sorcières, etc. Donc sa femme Pénélope ne l'a pas vu pendant des dizaines d'années. Et quand il est revenu, est-ce que c'était son mari ou le rêve de son mari? Répondez à cette question. Moi, je crois que c'était les deux à la fois. C'est-à-dire, c'était Chiang et le rêve de Chiang. C'est Ulysse et le rêve de Pénélope. Et je suppose que Pénélope, au bout de 8 jours, au bout de 15 jours, au bout de 6 mois qu'il était rentré, a trouvé qu'Ulysse, au fond, ne correspondait pas du tout à son rêve, puisque c'était une personne humaine, comme vous et moi, qui était revenue après 20 ans d'absence. Il y a un poète français qui dit « L'absence est à l'amour ce qu'au feu est le vent, il éteint le petit, il allume le grand. » C'est-à-dire, une fois que vous avez aimer quelqu'un qui est absent, eh bien, on l'aime de plus en plus à mesure qu'il est absent. Et puis, quand il est présent, il n'est plus que lui-même, vous voyez. Donc, je crois que la question que vous posez doit être
beaucoup plus large qu'une question concernant Hergé seulement. Si vous aimiez un homme qui était absent 20 ans, ben, il deviendrait très vite un rêve. Vous voyez, un peu comme lui, je crois. Oui, justement, parce que c'est Oui. difficile aussi de s'imaginer un ami Eh oui. qui peut réaliser toutes Voilà. ses attentes. Et oui, bien sûr, bien sûr. Alors ça ne touche pas seulement Hergé, ça touche vous, ça touche moi, ça touche le passant de la rue. C'est le phénomène de l'absence elle-même. Mais vous avez assisté à cette Oui. retrouvaille. donc. J'ai assisté à ces retrouvailles, mais ces retrouvailles, étant donné le niveau de notoriété d'Hergé, le niveau de publicité où était placée l'affaire du retour de Chang, nous étions sur le plateau de télévision, vous en êtes encore le témoin, vous devez l'avoir vu, nous étions 20 ou 30, ou même plus, peut-être 40. Et donc il y avait Hergé, il y avait Chang, et puis il y avait 1000 sortes de témoins, j'y étais comme ami personnel. C'était un événement tellement public qu'il était difficile de passer derrière la caméra et de demander à Hergé, alors, c'est ton rêve ou c'est la réalité? C'était difficile, vous voyez. Mais Donc quand- à cette époque-là, j'ai mal senti ce qui se passait, mais je crois que ce qui se passait était tout à fait concevable, vous voyez, un mélange de réalité et de récit. Vous avez rencontré donc Hergé en 1963 33. et vous l'avez connu comme ami proche. Oui, proche. Et comment vous avez vécu sa propre relation avec Tintin à l'époque? Il en parlait peu. Paradoxalement, il en parlait peu. Pourquoi? Parce que, je vous ai dit tout à l'heure, il était humble et transparent. Et je l'interrogeais peu sur cette question. Je crois qu'il était comme beaucoup d'auteurs. Vous savez, lorsqu'un feu commence, il ne faut pas souffler dessus. Il faut attendre qu'il soit devenu un peu grand pour souffler dessus. Et je crois que tous les auteurs gardent au fond d'eux-mêmes le rapport qu'il y a avec leur propre création. Et j'ai toujours été envers lui le plus discret possible et le plus attentif possible, vous voyez. Et je ne crois pas avoir reçu de lui des confidences décisives sur cette question. Vous voyez. Mais vous avez senti, parce que je cherche à savoir si à l'époque, ou peut-être un peu plus tard, il commençait à avoir une relation un peu ambiguë vis-à-vis de Tintin. Il était un peu... Non pas ambigu, mais je crois que je l'ai connu après Les Bijoux de la Castafiore, c'est-à-dire à un moment où le récit au premier degré était achevé. J'appelle récit au premier degré le trésor de la Reine le Rouge, le secret de la licorne, le sceptre d'Ottokar, vous voyez. Et qu'à mesure que sa vie avançait, sa vie créatrice avançait, il a eu presque un rapport réflexif. C'est-à-dire Les Bijoux de la Castafiore, c'était déjà une réflexion sur sa création. Et même par la suite, les derniers, vous voyez, les Picaros par exemple, c'est déjà de la réflexion par rapport. C'est pas le récit immédiat. Et donc il avait déjà par rapport à Tintin ou par rapport à sa création une distance de réflexion, une distance critique et presque une distance, oui, philosophique. Vous voyez, il n'était pas dans les premiers moments de la conception et de la création. Il était déjà, c'est pas ambigu que je dirais, ça serait distancié. Vous voyez. Et la preuve, c'est que on voit très bien les derniers dessins qu'il a fait dans la bande dessinée inachevée qu'il appelle Tintin et l'Alpharte, où Tintin se trouve dans un endroit et où il n'arrive plus à sortir d'une espèce de cave dans laquelle il est bloqué, et c'est le dernier dessin. C'est-à-dire, on a l'impression que déjà dans son dessin, Tintin est en train de mourir. Vous voyez. Et ce qui est très émouvant dans les derniers dessins de l'Alpharte, c'est que Tintin meurt en même temps que son propre auteur, que son père.
Vous voyez que... et donc il y a un rapport de distance et un rapport d'achèvement. On sentait très bien qu'il avait fini son œuvre. Voilà. Quelques années après son dernier album paru, et même avant, je crois, Hergé avait eu le projet de faire un dernier album. Et il avait commencé à avoir quelques idées, d'ailleurs il m'en avait parlé, et il avait jeté sur le papier quelques dessins que nous avons encore, qui ont été d'ailleurs publiés. Et il comptait donner à ce nouvel album le titre de Alphart. Alpha, art, l'art premier, si vous voulez. Alpha voulant dire, c'est la première lettre de l'alphabet grec. Et il en a dessiné quelques dessins, mais pas plus. Et il y a parmi ces dessins une suite de dessins où Tintin est prisonnier dans une cave un peu comme il l'était au début dans la cave du château de Moulinsart lorsqu'il y avait les frères Loiseau antiquaires et où Tintin était prisonnier au milieu des œuvres d'art où il a trouvé Saint Jean l'Évangéliste et ainsi de suite. Bon, et là il était un peu dans la même configuration, c'est curieux parce qu'il était dans la même configuration que presque au départ des albums. Et là il cherche à sortir de cette prison, comme il avait cherché à sortir de la prison première au château de Moulinsart, mais le dessin s'arrête là et il n'en sort pas. Et cette prison devient évidemment son cercueil ou son caveau, et là on sent que Tintin meurt en même temps qu'Hergé. Alors, dessinant cette dernière case, et ne sachant pas ou sachant que ce serait la dernière case, est-ce que Hergé a su que Tintin mourrait là et que lui-même achevait à la fois son œuvre et sa vie? Qui le saura jamais? Quand il a rencontré Fanny et il a commencé ses voyages à l'étranger, il a commencé à vivre plus ouvertement et avec sa nouvelle femme et tout. Et là, il laisse tomber un peu Tintin. Peut-être, mais je ne crois pas qu'il ait jamais eu une vie extraordinairement ouverte, voyageuse, etc., exploratrice. Il m'a souvent dit, ou il m'a fait voir même, les photographies qu'il avait eues de l'Écosse au moment où il a écrit L'île Noire, par exemple. Il a compulsé des milliers de photographies de telle île avec tel château qui se trouve en Écosse. À ma connaissance, il n'est jamais allé en Écosse. Vous voyez, il a eu de la documentation sur cette question pour pouvoir la dessiner ou l'écrire, mais il n'a jamais beaucoup voyagé. Tintin voyage beaucoup, Hergé voyage peu. Le capitaine Haddock est souvent en bateau, Hergé est rarement en bateau. Et lorsqu'il a publié ce fameux album qu'il appelait Tant d'années de travaux forgués, il se dessine lui-même avec des boulets de forçat aux pieds. Et je crois qu'il est un homme qui a énormément travaillé. Vous ne vous rendez pas compte les heures de travail que supposent non seulement ces albums, mais tous les dessins qu'il a faits pour la publicité, pour les cartes de Nouvel An, pour des amis, pour des dessins commandés, etc. C'est un homme qui a colossalement travaillé. Et donc, il s'est permis, en effet, peut-être, je me rappelle un jour, je dînais avec lui, et je lui ai dit, vous sortez souvent avec Fanny? Oh, très souvent. Il m'a dit, Fanny, on est sorti très souvent cette année? Ah oui, dit Fanny, on est sorti très souvent. On est sorti 2 fois. Eh bien, il considérait qu'une année où ils avaient eu 2 soirées dehors était une année où ils étaient beaucoup sortis. Vous vous rendez compte de la vie de travail que ça suppose. Voilà, c'est ça. Voilà, la réponse, c'est toujours la même. Un auteur digne de ce nom est un travailleur colossal. Voilà. Oui, donc c'est fort compréhensible. C'est une vie de travail, une vie de bourreau de travail. Voilà, c'est fort compréhensible donc qu'il avait besoin d'une pause ou de... Oui, bon, vous savez,
les auteurs comme lui ne s'accordent une pause qu'au moment où c'est presque terminé, je crois. Oui. D'après vous, Hergé était où à la fin de sa vie? Je veux dire, il doutait ou il cherchait toujours ou... Il a toujours cherché. C'était un homme qui a cherché d'abord dans son métier, c'est-à-dire des couleurs, des formes nouvelles. Il cherchait beaucoup dans l'art, c'est-à-dire il était passionné d'art moderne. Il avait même commencé une collection de tableaux. Il considérait qu'il n'était pas ni un peintre ni un auteur de cinéma, vous savez, de cinéma, comment on appelle les films avec des dessins. Dessin animé. Dessin animé, pardon. Qui n'était ni un peintre ni un dessinateur de dessin animé. Pourquoi, disait-il? Parce que la bande dessinée a ses lois propres, qui ne sont ni des lois statiques, comme la peinture, ni des lois de mouvement, comme le dessin animé. Il faut qu'il y ait dans la statique le mouvement. Donc il avait vraiment réfléchi sur le statut de la bande dessinée dans le dessin. Donc il le distinguait très bien du dessin animé et de la peinture. Donc il cherchait beaucoup dans le domaine des couleurs, du dessin, il cherchait beaucoup dans le domaine du récit, et il cherchait beaucoup dans le domaine de la morale et de la religion. Il avait à un moment été très très attiré par les religions d'Orient, par exemple, par le bouddhisme ou des choses comme ça. Et nous parlions souvent de ces choses, c'est-à-dire des problèmes de morale, de religion, de ses recherches propres, de sa recherche en tant qu'individu et de son destin, préoccupé de son destin. Voilà. Mais il était plutôt serein ou cherchant à la fin? Les deux. Je me souviens d'un homme plutôt serein, en effet, mais qui était toujours en recherche sur sa propre destinée, sur sa propre vie. Il était assez attaché à... Enfin, les questions religieuses l'avaient toujours beaucoup intéressé. Voilà. La relation d'Hergé vis-à-vis la religion catholique, oui. Comment vous le voyez? Il est vrai qu'Hergé avait commencé au Petit XXe, qui était un hebdomadaire d'obédience catholique, en effet, et il ne cachait pas ses origines, il avait été catholique et scout. D'ailleurs, à cette époque-là, tout le milieu de la résistance, tel que nous l'avons connu en France autour de De Gaulle, ce n'était que des catholiques. Tous les résistants de Londres, à une ou deux exceptions près, étaient des catholiques. Vous voyez ? Donc, il y a eu, un peu avant la guerre, une bifurcation intéressante entre les catholiques qui étaient restés conservateurs et des catholiques qui, au contraire, ont été de l'obédience de gaulliste, et puis ensuite François Mauriac, et ainsi de suite. Vous voyez ? Donc, il y a eu, au départ, en effet, chez lui, un catholicisme relativement stable, mais on peut en trouver des traces par la suite dans ses préoccupations, par exemple Tintin au Tibet, c'est le bon samaritain, d'une certaine manière, puisqu'au fond, qu'est-ce que c'est que le samaritain dans le texte évangélique? C'est l'ennemi numéro un, c'est celui chez qui on ne va pas, c'est celui qui est chargé de tous les péchés du monde. Eh bien, c'est justement lui qui est bon, un peu comme la bête horrible ou l'abominable neige est bon. Il y a chez lui un passage tout d'un coup à une idée d'amour universel, comme je vous le disais tout à l'heure, l'amour de Chang, l'amour de Zorino, etc., qui est profondément issu d'une morale de ce genre. Donc on peut trouver des traces longues de l'influence du christianisme au sens large dans l'œuvre de Tintin, en particulier dans tout ce qui est pédagogique ou éducatif dans son œuvre, vous voyez. Que je sache, il n'y a pas de contradiction, me semble-t-il, entre cette origine et la libération qui a suivi par rapport à ces contraintes, qui étaient, disons, des contraintes plutôt d'ailleurs sociales que religieuses, et qui donnent à son œuvre cette espèce de mouvement de libération progressive par rapport à des idéologies plus fermées, vous voyez. D'une certaine manière, la religion est toujours
aide souvent à se libérer par rapport à la religion. Vous voyez, c'est une des idéologies intéressantes qui permet de se libérer par rapport à sa propre formation. Mais comment il s'est libéré lui-même? Chacun fait comme il peut. Je crois que l'œuvre est libératrice par elle-même. Vous voyez, c'est-à-dire que le mouvement de création de l'œuvre est assez puissant pour pousser à une libération de l'homme, comme d'ailleurs il a collaboré à une libération de notre propre vie par rapport à la société dans laquelle nous vivions. C'est lui, d'une certaine manière, avec d'autres auteurs. Je ne dis pas qu'il a été le seul qui m'ait libéré, forcément, mais il y a eu d'autres auteurs. Mais ce mouvement de libération a été un mouvement assez global entre 1930 et nos jours. Vous voyez, c'est un mouvement assez régulier. Comme vous l'avez connu à la fin de ses jours, vous avez senti qu'il manquait quelque chose ou il avait besoin de consolation ou... Je ne sais pas parce qu'il est mort cruellement dans une leucémie qui s'est précipitée à la fin, relativement grave. Et à l'époque où il est mort, j'étais aux États-Unis en train d'enseigner. Et donc il est mort très loin de moi. Donc je n'ai pas su comment s'étaient passés ces derniers moments. Je ne l'ai pas demandé à Fanny d'ailleurs. Là aussi, la pudeur s'impose, vous voyez. Il y a des questions que je ne pose pas. Si vous me les posiez, je réserverais à ma pudeur cette réponse.